L'IA générative, qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Quel est son impact direct dans notre société? Quels sont tous les défis et dérives liés à l'IA générative? Où et comment l'appliquer? Si les réponses à ces questions vous intéressent, restez bien avec moi dans cette vidéo, car aujourd'hui, je vous invite à faire un tour à 360 degrés autour de l'IA générative. Bienvenue sur ma chaîne, je suis Guillaume d'Éveil Extra. Pour tous ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, je suis accompagnateur en transformation digitale et sur cette chaîne, je présente toutes les semaines des prompts à travers une base de données interactive sur Notion. Aujourd'hui, on va sortir des chantiers battus. Pourquoi? Parce que c'est important de vous sensibiliser à ce qu'est l'IA générative. En tant que professionnel, je vais vous faire part de ce que je connais en fait dans ce domaine, enfin, en tout cas d'une partie, parce qu'on pourrait en parler ici pendant des heures, mais vous allez voir que j'ai synthétisé un maximum l'information afin de vous la rendre accessible. Et tout ça afin que vous puissiez utiliser l'IA avec discernement. L'IA, c'est quoi? C'est un domaine de l'informatique visant à créer des systèmes capables d'effectuer des tâches nécessitant l'intelligence humaine. Comprenez ici qu'en fait, on a tenté de donner à la machine des capacités humaines, comme voir, écouter, parler. Et l'IA, il faut vraiment le voir finalement comme un vaste domaine avec plein de sous-domaines et types d'intelligence artificielle. On va avoir deux grandes catégories d'intelligence artificielle. L'IA faible, dite aussi étroite, et l'IA forte, dite générale. Alors, les IA fortes, il n'y en a pas encore. C'est en développement. Vous avez sûrement dû entendre parler de ça dans les médias. On parle beaucoup justement d'AI générale, d'IA générale, d'accord? Mais on n'en a pas encore. Par contre, je pense qu'on va y arriver tôt ou tard. On va y arriver tôt ou tard car il y a eu de grandes avancées technologiques en la matière. Notamment, beaucoup, je pense, ont dû entendre parler de ce qui s'est passé avec Sam Altman et puis finalement le projet Q derrière OpenAI, etc. Et puis, tous ceux et celles qui s'intéressent au domaine, vous avez sûrement dû aussi entendre parler de Meta, avec les développements en son sein pour essayer de donner la compréhension de notre monde, c'est-à-dire le contexte de notre monde à l'IA. Et puis, il y a eu plein d'autres développements, comme les réseaux de neurones, fil d'argent et autres. Donc, je pense que tôt ou tard, on va y arriver. C'est pas tout de suite. Ça peut être dans quelques mois, ça peut être dans quelques années. Mais on va tôt ou tard se retrouver en fait avec une intelligence artificielle qui sera beaucoup plus proche de nous qu'elle ne l'est aujourd'hui. On va tenter de lui donner une conscience, une compréhension de notre monde, une conscience d'elle-même, une conscience de notre monde, d'accord? Et une capacité à raisonner, à apprendre, donc une autonomie. Mais tout ça, on n'y est pas. Par contre, ce qu'on a aujourd'hui, partout, dans notre marché, dans notre écosystème technologique, c'est l'IA faible. Le modèle GPT, donc qui est le modèle derrière ChatGPT, est une IA faible. DALL-E, qui est donc pour la génération d'images, est une IA faible. Mais parmi les IA faibles, on va aussi retrouver les assistants vocaux, comme Google Voice, comme Alexa, comme Siri. Mais pas que. En fait, on va retrouver tout l'écosystème IA, c'est-à-dire tous les algorithmes d'IA et les différents types et sous-domaines d'IA existants. Donc on va regarder justement un petit peu ce qu'il y a finalement dans l'IA comme sous-domaine et type d'IA. Donc là, c'est que quelques exemples parmi tous les exemples qui existent. Mais dans les sous-domaines de l'IA, par exemple, vous allez retrouver l'apprentissage profond. Et j'aurais pu en citer d'autres ici. Il y a l'apprentissage par renforcement, l'apprentissage supervisé, non supervisé. Qu'est-ce qu'on va retrouver d'autre? La vision par ordinateur, le traitement du langage naturel, la robotique. D'accord? Donc ça, là, c'est des sous-domaines d'IA. Et ensuite, vous avez les types d'intelligence artificielle. Et l'IA générative qui nous intéresse aujourd'hui, c'est un de ces types. Vous avez aussi l'IA analytique. Donc l'IA analytique, c'est celle que vous avez derrière vos plateformes de streaming, quand vous regardez Netflix, Amazon Prime. Vous l'avez également aussi derrière de nombreuses plateformes de e-commerce, d'accord? C'est celle qui analyse finalement ce que vous consommez. C'est aussi celle qui est derrière la plupart des réseaux sociaux existants. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a l'IA interactive, l'IA autonome. Donc l'IA autonome, vous savez, les véhicules Tesla et compagnie. Donc du coup, l'IA, il faut vraiment comprendre que c'est un domaine très vaste, voilà, avec de nombreux sous-domaines et types d'IA. Mais dans toutes les IA qu'il y a aujourd'hui, j'insiste, c'est uniquement des IA faibles. On n'a pas encore de IA forte. Mais il faut savoir qu'il y a ces deux catégories et que l'IA forte tôt ou tard, elle sera parmi nous. Zoom sur l'IA générative. Donc celle-là, c'est celle vraiment qui nous intéresse aujourd'hui pour le coup. L'IA générative, c'est un type d'intelligence artificielle qui est conçu pour créer de nouvelles données telles que des textes, des images ou du son. OpenAI a développé plusieurs modèles importants dans ce domaine, y compris GPT et DALL-E. Et là, on va faire un zoom sur l'IA générative et vous allez voir que derrière, on va faire un zoom sur 3 modèles qui seront donc les 3 modèles de chez OpenAI. Comme ça va déjà vous permettre d'avoir une idée de ce dont est capable l'IA générative.
Donc GPT, Generative Pre-trained Transformer qui génère du texte, DALL-E qui crée des images à partir de descriptions textuelles, et Whisper qui transcrit la parole en texte. Ce sont que des exemples. GPT, c'est un modèle de langage génératif, un modèle de langage à grande échelle, d'accord? Les fameux LLM. Et donc, c'est quoi la nature de GPT? C'est un modèle de traitement de langage naturel NLP. Son objectif principal est de comprendre et de générer du texte. Il analyse des données textuelles pour comprendre la structure du langage, la grammaire et le contexte, puis génère du texte qui suit logiquement les entrées de données. Je vous ferai une démonstration tout à l'heure dans le Playground, parce que dans le Playground, en fait, on va vraiment utiliser GPT, qui est donc derrière l'interface de ChatGPT, qui est aussi derrière l'interface de Bing, et derrière l'interface de nombreux outils d'IA génératifs qui existent aujourd'hui. Donc, il est utilisé pour diverses applications comme la rédaction de texte, la traduction, le résumé de documents, la génération de code, et même pour des conversations interactives, donc chatbots. Et c'est ce que je vous disais, des chatbots, il y en a plein. Considération, GPT doit être considéré comme un grand modèle de langage, c'est ce que je vous disais au début, ou un modèle de langage en fait à grande échelle, modèle de langage génératif étant donné qu'il est spécialisé dans la compréhension et la génération de texte. Ensuite, vous avez DALL-E qui est lui plutôt un modèle de génération d'images, donc qui va vous permettre de créer des images. Il interprète les instructions textuelles et utilise des techniques de traitement de l'image pour générer des visuels correspondants. D'ailleurs, en passant DALL-E mid-journée, ça fait des choses magnifiques aujourd'hui. L'image que vous avez en fond a été générée par DALL-E. Utilisation, donc DALL-E est utilisé pour créer des illustrations, des conceptions graphiques et même des œuvres d'art en fonction des descriptions textuelles fournies. DALL-E est un modèle de génération d'images et non un modèle de langage. Il faut vraiment faire la distinction. On va parler de modèles d'intelligence artificielle avancés, mais on ne parlera pas de modèle de langage pour DALL-E et notamment non plus pour Whisper, d'accord? Parce que Whisper aussi, c'est différent. Donc Whisper, c'est un modèle conçu pour la reconnaissance et la transcription vocale. Il convertit l'audio en texte reconnaissant les mots parlés, y compris dans différentes langues et dialectes. Whisper est utilisé pour transcrire des réunions, des conférences, des cours ou pour la conversation, de la parole en texte dans diverses applications. Bien qu'il utilise certains aspects du traitement du langage naturel, Whisper est mieux décrit comme un modèle de reconnaissance vocale. On est encore sur un autre type de modèle. Et là, maintenant, on va faire un focus sur GPT. Donc, G pour générative. GPT crée du contenu original allant de texte à des images créatives. P pour pre-trained, entraîné sur une vaste bibliothèque de texte pour une compréhension approfondie du langage. Voyez en fait, quelque part, un peu comme une oie, vous savez, à qui vous donnez un entonnoir, vous la gavez pour récupérer son fou à Noël. Et GPT, c'est un peu ça. C'est un modèle de langage, en fait, qu'on est venu gaver, mais vraiment gaver de données, de data. Et c'est des milliards et des milliards de données. Et on l'a fait à travers différentes phases d'apprentissage. Et notamment, la première, c'est l'apprentissage non supervisé. Et c'est dans cette phase-là où, en fait, on lui donne, on le gave. On gave le modèle de langage de data. Et puis après, derrière, il y a d'autres phases où effectivement, on va commencer à lui donner des données étiquetées et autres. Et on va venir affiner, en fait, les connaissances du modèle. Mais voilà, il faut comprendre vraiment que c'est ça. On l'a gavé. T pour Transformer, en fait, il utilise une architecture de réseaux de neurones. Donc derrière GPT, il y a des réseaux de neurones artificiels avancés pour traiter et générer du texte de manière contextuelle. Mais alors, comment ça fonctionne ? GPT analyse et prédit la suite logique de mots, générant des réponses cohérentes, token après token. Et ça, je vais vous le montrer dans le Playground afin que ce soit beaucoup plus compréhensif. Et bienvenue dans le Playground d'OpenAI, qu'on appelle également le bac à sable. Donc ici, je vais vous montrer des interactions avec GPT afin finalement de vous montrer la nature probabiliste du modèle et surtout comment il génère ses réponses tokens après tokens. Aussi, pour tous ceux et celles qui ne savent pas ce que c'est le Playground, c'est différent déjà de ChatGPT+. Le Playground, c'est plus pour les développeurs. Et si vous voulez en fait avoir des interactions avec les différents modèles de chez OpenAI dans le Playground, il vous faudra une clé API, donc Application Programming Interface, d'accord? Et c'est payant. Donc vous avez un crédit gratuit dans les débuts, puis après, une fois votre crédit gratuit terminé, sachez que vous serez facturé pour les tokens que vous allez utiliser. Le Playground d'aujourd'hui peut offrir pas mal d'avantages, notamment, déjà, vous n'êtes pas obligé de savoir coder pour l'utiliser, d'accord? Mais aussi pour tous ceux et celles qui sont en train en ce moment de paramétrer leurs GPTs, sachez que vous pouvez tout à fait les paramétrer ici. C'est-à-dire qu'il y a une fonctionnalité qui s'appelle Assistant, et vous pouvez paramétrer vos GPTs, d'accord, à travers les assistants, puis finalement migrer toutes vos instructions dans vos GPTs via ChatGPT.
ChatGPT. Cela vous permet en fait de vous affranchir de la fameuse limite de messages, là, des 40 messages tous les 3 heures. Petite subtilité quand même, vous n'avez pas DALL-E et vous n'avez pas la connexion Internet. Mais vous avez le code interpréteur, il y a le knowledge, bref, il y a tout ça. Donc vous pouvez tout à fait configurer des assistants ici. Moi, de mon côté, ce que je vais faire ici, vraiment, c'est uniquement pour vous montrer comment fonctionne GPT, comment il génère ses réponses, et du coup, pour que vous compreniez c'est quoi la nature probabiliste du modèle. Il est loin d'être exclu que sur cette chaîne, je ferai un tuto sur le Playground, beaucoup plus complet que ce que je vais vous montrer ici, afin de mieux comprendre finalement son rôle, ce Playground, d'accord, ce fameux bac à sable. Donc, on est parti. Pour ça, je vais rapidement vous montrer 2-3 choses. Déjà, dans le volet de droite, on peut choisir son modèle. Donc moi, j'ai choisi Text DaVinci 003, c'est un modèle de texte, mais en fait, derrière, c'est GPT 3.5 qui tourne. Ensuite, la température, sachez que quand vous entrez, elle est par défaut à 1. Et en fait, à chaque fois que vous allez créer des scénarios d'automatisation de flux de travail, des scripts et autres, ce sera toujours cette température par défaut qui va s'afficher, température avec laquelle vous pouvez jouer. D'accord? Et quelque chose me dit que finalement, derrière ChatGPT, c'est aussi la même température, mais là, j'ai envie de dire, il y a un peu de débat en la matière, tout le monde n'est pas d'accord sur ce sujet-là. Mais sachez-le que, en tout cas, dans la partie API, la température est toujours réglée par défaut à 1. Ensuite, maximum length, pour comprendre ce que c'est, alors désolé pour mon accent anglais un peu pourri, en gros, ici, c'est le nombre de tokens que vous allez pouvoir générer. Et après, je vais vous expliquer c'est quoi les tokens. Mais pour vous les expliquer, je vais directement faire la démo, vous allez beaucoup mieux comprendre. Bon, le reste, on va pas s'en occuper. Et ça, la show probabilities, donc là, à mon avis, vous ne devez pas le voir parce qu'il doit y avoir ma webcam dans l'angle. En gros, c'est réglé sur full spectrum. Ça va me permettre, en fait, de voir les choix de tokens qu'avait le modèle de langage et la probabilité. Donc, tout ça, on va le regarder. Donc là, pour commencer, moi, j'ai mis quoi? J'ai mis DALL-E. Donc, DALL-E, c'est un peintre espagnol, hein. Et il a d'ailleurs inspiré pour information le modèle DALL-E 3, qui en fait a 2 sources d'inspiration. Il y a Dali, ce grand peintre espagnol, et en fait il y a Wall-E du dessin animé, et du coup la combinaison des deux a donné la naissance à Dali. Son nom vient de là en fait. Donc là, moi je lui ai dit, Dali est, et là regardez, hop, il m'a généré en fait toute une suite de tokens. Donc comment ça marche ça? Donc déjà, il va en fait regarder ce qu'il y avait précédemment. Donc il va se baser sur ce qu'il y avait précédemment pour générer la suite des tokens. Et en fait, en fonction, à chaque fois qu'il va générer un token, il va avoir un choix. C'est-à-dire qu'il va avoir plusieurs choix de tokens avec des probabilités. Et par exemple, là, dans ce cas, E accent aigu T, c'était le token le plus probable. Donc pour comprendre du coup ce qu'est les tokens, ce sera beaucoup plus parlant ici. Voyez-les comme des mots et des espaces, mais vous pouvez aussi comprendre ici que c'est pas forcément que des mots. Ça peut être des fois aussi des petits morceaux de mots. Donc c'est pour ça que les tokens, c'est quelque chose d'assez complexe, mais comprenez qu'en fait, à chaque fois, il va générer des tokens. Donc ça peut être des morceaux de mots, des mots entiers, des espaces, et c'est ça finalement les tokens. Donc là, il a mis ET, c'était 73,02%, puis il a continué derrière. Donc UDI, c'était 34,68%, et voyez, il avait plusieurs choix comme ça à chaque fois qu'il s'offre à lui. Et là, regardez. Là, il aurait pu prendre finalement le « et », accent aigu, parce qu'en fait, il avait une probabilité de 80,72%, mais finalement, il a choisi « et E », qui est une probabilité inférieure. Et là, c'est intéressant de regarder ça. Donc déjà, quand c'est en vert, comme ça ici, c'est que généralement, il a été chercher la probabilité la plus haute. Et puis quand c'est en rouge, comme ça veut dire que généralement, c'est plutôt la probabilité la plus basse. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'au final, le modèle de langage va venir à chaque fois, en fonction de ce qu'il y a eu précédemment, générer les prochains tokens et va avoir un choix pour générer le prochain token entre différents tokens. Et en fait, il va avoir des probabilités. Et il va pouvoir choisir finalement celui qui sera le plus probable ou non. Et en fait, quand on est sur une température de 1, c'est un mix des deux. C'est-à-dire qu'il peut un coup prendre le moins probable, comme il peut en prendre au milieu, comme il peut prendre les plus probables. Vous allez avoir en fait quelque chose d'assez aléatoire. Et donc, pour comprendre la température, plus vous allez être proche de 0, plus finalement vous allez être dans des réponses déterministes, et plus finalement le modèle de langage va toujours chercher à viser les tokens les plus élevés. Et plus vous allez être proche de 2, et plus le modèle va prendre des risques. Donc là, il ne va pas spécialement chercher les tokens les plus bas, c'est pas ça. Mais en fait, il va prendre des risques. Donc, il sera prêt à prendre des tokens qui ne seront sûrement pas les bons. Et si, en fait, d'ailleurs, on le met à fond à 2, il pète un plomb. Et même avant d'être à fond à 2, le modèle pète un câble. Et tout ça, je vais vous le montrer. Donc, du coup, ça, moi, je l'efface. Regardez, je vais mettre une température de 0. Je ne vais pas du tout supprimer, mais c'est pas grave. Dali est. Et là, du coup, il va aller sur une réponse beaucoup plus, en fait, déterministe. Donc, on est parti.
est étudié par des artistes, des critiques d'art, des historiens de l'art et des étudiants. Il est considéré comme l'un des plus grands artistes du XXe siècle. Sa peinture, ses sculptures et ses photographies sont étudiées pour leur signification, etc. Et alors quand vous faites ça, sachez qu'il peut vous en mettre plein des bêtises. Hein. Là déjà, il peut halluciner. Hein, d'accord. Bon, moi, je ne vais pas m'amuser à vérifier toute l'information qu'il me donne ici là, pour cette démonstration, parce que mon but vraiment ici, c'est uniquement de vous montrer finalement comment il génère ses réponses. Donc il s'appuie toujours sur ce qu'il y a précédemment, et puis après il va générer token après token, et il va regarder les probabilités. Et si on regarde ici, bah regardez, il a tout le temps été chercher les probabilités les plus hautes, à chaque fois. À chaque fois. Tous les tokens qui suivent, il a été chercher les probabilités les plus hautes. Mais c'est pas parce qu'il va chercher les probabilités les plus hautes que c'est vrai. Hein, par exemple, vous pouvez faire d'autres tests. Moi, ça m'est déjà arrivé de faire pas mal de tests ici. Et même plein de tests divers et variés. Et le modèle de langage hallucine. Il vous donne des fausses informations. Et c'est pas parce que vous avez 0 en température que le modèle va vous donner des réponses justes. C'est pas ça. C'est jusqu'à 0, le modèle va toujours prendre le token qui aura la plus grande probabilité d'être le bon. Mais cela ne garantit en aucun cas l'exactitude des informations que le modèle vous donne. Et ça, il faut être clair là-dessus. Et si maintenant, à contrario, on prend une température élevée, donc ça sert à rien de la mettre à 2, parce qu'à 2, il va clairement péter un plomb. Mais bon, je vais la mettre à 1,4, et même à mon avis, à 1,4, il va péter un plomb. On va regarder. Hop, DALL-E est, on soumet, et là, en fait, il va prendre des risques. Et en prenant des risques, regardez, il peut partir très loin. Et c'est ce qui est en train de se passer. Là, regardez, hop, synaptique, absorbant, Zalvia, ZWO, etc. Il y a des choses qui sont bonnes et puis des choses qui sont moins bonnes. Il est dans de la créativité. Et là, si on regarde, bon, encore une fois, faut pas trop se fier à ça, mais là, vous voyez, il a été cherché plus bas. Et là, il a été cherché plus haut. Donc, c'est comme avec une température de 1, c'est assez aléatoire. Mais au final, plus vous êtes proche de 2, plus il va prendre des risques. Et donc, il peut prendre des tokens complètement improbables. Et vous générez des réponses complètement improbables. Donc ça, c'est très important de le comprendre. C'est pour ça qu'on parle de nature probabiliste. Comprenez que cette nature probabiliste, elle est derrière les modèles d'IA avancés. C'est-à-dire que derrière DALL-E, il y a une nature probabiliste. Derrière Whisper, il y a une nature probabiliste. Le fait de voir GPT avec du texte, ça vous permet de comprendre cette nature probabiliste. Ça vous permet également de comprendre finalement comment GPT génère ses réponses. Mais ça va aussi vous montrer quelque chose, et ça, on va le voir tout de suite derrière. Dans l'IA générative, il n'y a rien d'intelligent. Et ça, je vais vous le démontrer dans la prochaine partie. Derrière GPT, il n'y a aucune intelligence réelle. Pas de conscience ou compréhension propre. GPT fonctionne sans conscience ni compréhension intuitive, traitant les informations sans conscience. Dépendance aux données d'entraînement. Algorithme prédictif, ça c'est ce qu'on a vu. Il utilise des statistiques pour prédire les réponses sans réel processus de pensée. Absence de raisonnement indépendant, GPT ne peut pas effectuer de jugement autonome ou comprendre le contexte de manière humaine. Et là, je vais vous montrer après un petit quelque chose qui va, je pense, mettre tout le monde d'accord. Donc d'abord, on va faire l'intelligence humaine vs l'intelligence artificielle, parce que c'est important quand je vous dis qu'il n'y a pas d'intelligence. Bah, si on s'intéresse finalement au côté philosophique, on pourrait le discuter très longtemps, cet aspect il n'y a pas d'intelligence. D'accord ? L'intelligence humaine, nous, on ressent, d'accord, les choses. On a cette capacité à ressentir des émotions, d'accord, et à réagir en fait en conséquence. On apprend de nos expériences, on est autonome, on prend nos propres décisions, on a cette créativité en nous, d'accord, on est inventif, on est des êtres avec un imaginaire incroyable, d'accord, et on a une morale, c'est-à-dire que on nous a inculqué des choses depuis tout petit, des valeurs et autres, et du coup, on a une morale, une éthique, on a une conscience de tout ça. On arrive à distinguer le bien du mal. L'intelligence artificielle, elle n'a rien de tout ça. Mais alors, où est l'eau ? Rien, nada. Traitement objectif, l'IA fonctionne sans émotion, basée uniquement sur des données et des modèles. Apprentissage automatisé, elle apprend à réaliser des tâches en analysant des exemples, et ça, c'est lié à son apprentissage. Exécution programmée, l'IA suit les instructions définies par les développeurs, sans improvisation. Créativité dérivée, elle recrée et combine des éléments connus pour produire du contenu. Et ça, c'est ce que fait l'IA générative. Elle puise dans sa data et elle va vous redonner en fait des choses apprises, des patterns qu'elle aura identifiés et autres. Neutralité des actions, l'IA agit suivant des règles codées sans jugement éthique. Et pour mettre, je pense, tout le monde d'accord sur le fait que l'IA n'a pas d'intelligence, concrètement, hein, et notamment l'IA générative, elle n'a aucune logique, elle n'a pas cette capacité de raisonner, bah, si vous lui soumettez un problème mathématique tout simple, je ne sais pas comment je l'ai appelée, la fille Clara. Clara, elle rentre dans une librairie. Elle achète 3 stylos et 2 livres. Un stylo coûte 2 euros. En tout, elle en a eu pour 11 euros. Combien coûte un livre ?
Nous, en 2-2, on va faire le calcul. On sait qu'elle en a eu pour 6 euros de stylo, et du coup 5 euros de livre. Donc un livre, si elle en a acheté deux, coûte 2,50 €. L'IA, si elle arrive à identifier dans sa base de connaissances le problème mathématique, les patterns, eh ben, elle va vous restituer le problème. Et donc, elle va vous restituer ce qu'on appelle la logique. Elle va vous donner toute la logique. Et à la fin, elle va vous donner une réponse juste. Vous refaites la même chose en la privant de la logique, c'est-à-dire en lui disant, bah maintenant, tu vas nous donner le résultat comme nous, là, on a raisonné. Tu vas nous donner le résultat sans la logique. Elle va systématiquement se planter. Parce que l'IA n'a pas ce côté, en fait, raisonnement cognitif. Elle n'a pas ça. Donc l'IA n'a aucune intelligence. Alors après, bien sûr que sur un point de vue philosophique, on pourrait en parler très longtemps de tout ça. Encore une fois, c'est un sujet qui est débattu aujourd'hui, hein, concrètement. Mais il faut comprendre qu'elle n'a pas ce qu'on a nous. Voilà, c'est surtout ça qu'il faut comprendre. Et du coup, bah, tout ça, là, la nature de ce modèle, son fonctionnement, ce que je vous ai montré à travers Playground, hein, cette possibilité donc de générer token après token et autres, bah, pose en fait des problèmes. Et du coup, ça montre aussi des limitations de l'IA, limitations dont on doit tous avoir conscience quand on utilise ces outils. Et je ne plaisante pas. Donc première limitation, on l'a vu, absence de raisonnement cognitif. Deuxième limitation, hallucination des modèles de langage. Et ça, c'est lié à leur nature. D'accord ? Et plus précisément au réseau de neurones artificiels. Donc, qu'est-ce qu'une hallucination ? Dans les réseaux de neurones, les hallucinations désignent la production d'informations qui semblent plausibles mais sont incorrectes ou sans fondement réel. Qui n'a pas eu déjà la sensation, en utilisant ChatGPT, que ChatGPT vous raconte des bêtises ? C'est des hallucinations. Cause, manque de compréhension contextuelle réelle et limite des données d'entraînement. Exemple, faux faits, le modèle affirme des faits qui sont inventés. Réponses contradictoires, production de réponses qui ne correspondent pas à la réalité ou qui sont incohérentes. Invention, création de citations ou d'événements qui n'existent pas. Comment pouvons-nous, du coup, nous fier à l'IA pour des décisions importantes quand elle peut confondre fiction et réalité ? Et ça, vous allez voir que c'est un gros problème, parce que ce problème d'hallucination entraîne de nombreux défis et dérives aujourd'hui. Et tout ça, on va y venir rapidement, vous allez voir. Et d'ailleurs, je pense qu'après cette vidéo, il y en a plein qui vont me détester. Notamment tous ceux et celles... Enfin, vous allez comprendre. Parce que ici, je vais dénoncer pas mal de choses. Hein. Les pseudo-experts de l'IA... tous ces outils-là qui vous promettent monts et merveilles, 100% automatisés, en fait, c'est un carnage. Hein, et vous allez rapidement le comprendre de toute façon. Limite numéro 3, biais intrinsèques des modèles de langage. Nature des biais, les IA apprenant à partir de données humaines peuvent involontairement reproduire nos erreurs, préjugés et biais. Il faut comprendre qu'à l'IA, on lui a donné notre histoire, nos connaissances. Donc toute la bêtise humaine, elle l'a également appris. Donc derrière, les concepteurs ont affiné dans des phases d'apprentissage. Et ils l'ont notamment en fait empêché d'aller dans les plus gros biais que sont le racisme, le sexisme et autres. Mais ça n'empêche pas que l'IA continue à restituer des biais. Origine, ces biais proviennent des données d'entraînement qui reflètent inégalités, stéréotypes et préjugés existants dans la société. Exemple, biais de genre et de race, tendance à refléter et même amplifier des stéréotypes de genre et de race présents dans les données d'entraînement, inégalités socio-économiques. Donc du coup, une question encore se pose, comment s'assurer que l'IA, ce miroir de nos imperfections, ne reproduise pas nos erreurs et préjugés dans ses décisions. Et les biais, c'est quelque chose de connu. Hein. Enfin, franchement, vous allez regarder... Les hallucinations et les biais, là, c'est deux limites dont je viens de vous faire part ici. Vous regardez dans toutes les interfaces, en tout cas des grands concepteurs d'outils comme OpenAI et autres, il y a des messages d'avertissement. Hein. Juste en dessous, là, où vous tapez vos messages de ChatGPT, lisez-le, le message. Par contre, vous allez voir que dans tous les outils 100% automatisés qui vous promettent monts et merveilles, ben... Ah, là, bizarrement, on ne vous le dit pas. Et c'est normal, hein. Sinon, ils ne pourraient pas commercialiser leurs outils, ces gens-là. Limite numéro 4, nature probabiliste des modèles. Donc ça, c'est la nature du modèle de langage. C'est ce que je vous ai montré à travers le playground. Comment le modèle génère ses réponses, token après token. D'accord ? Donc ce fonctionnement va poser des problèmes. Les modèles de langage comme GPT donc, génèrent des réponses basées sur des calculs de probabilité dérivés de leurs données d'entraînement. Influence des données, la qualité, la diversité et la quantité des données d'entraînement affectent directement la précision des prédictions du modèle. Ces réponses sont affectées par ça. Et là, vous allez voir que ça va poser un problème derrière. Variabilité des réponses. Vous avez déjà dû remarquer que peu importe les prompts que vous soumettez à l'IA, vous pouvez soumettre 100 fois le même prompt, elle vous donnera 100 résultats différents. Il y aura des similitudes. Et c'est d'ailleurs ça aussi le prompt engineering. C'est-à-dire qu'on va chercher à limiter aussi un maximum l'aspect variable en fait. On va essayer de faire en sorte que dans chacune des réponses de l'IA, il y ait des similitudes qui ressortent à chaque fois. D'accord ? Que ce soit vraiment ce qui est le plus probable finalement. D'accord ? Et on va venir affiner ça avec le prompt engineering.
Mais quand vous allez poser une requête standard, une question ouverte, ah bah alors là, profusion de réponses variées, hein. Vous n'aurez jamais la même réponse d'une interaction à l'autre. Incertitude dans les contextes spécifiques, et ça c'est un autre problème, et d'ailleurs on va voir justement derrière, ça pose aussi un problème pour le calcul de taux d'erreur. Et c'est pour ça qu'en fait, sommes-nous prêts à faire confiance à une technologie régie par la probabilité et l'incertitude? Du coup, je pense que vous me voyez venir, il y a des domaines dans lesquels il ne faut pas utiliser l'IA générative. Les domaines critiques, il faut arrêter. Et moi, je vois là dans les pratiques d'aujourd'hui, enfin, c'est un carnage. C'est un carnage. Mais on va en parler de tout ça. Réponse variable, donc réponse aléatoire des modèles. Ça, c'est ce que je vous ai montré juste avant. Ils peuvent produire donc des réponses différentes face à la même question, au même stimuli. Cette variabilité est influencée par la nature probabiliste. Du coup, ça peut poser plusieurs problèmes comme l'incohérence dans les réponses, la fluctuation des informations, taux d'erreur incalculable des modèles. Et là, on y est. La nature probabiliste des LLM, tels que GPT, fonctionne sur des bases de calcul de probabilité, ce qui rend difficile la prédiction précise et systématique de leurs réponses. J'ai mis difficile, j'aurais même pu mettre quasiment impossible ici. Alors, il y a des avancées dans ce domaine aussi. On est en train d'essayer d'avoir aussi de la transparence dans les algorithmes d'IA. Mais aujourd'hui, c'est quasi mission impossible de calculer un taux d'erreur, hein. Donc ça, il faut le savoir. Et c'est pour ça que du fait de cette nature probabiliste, d'accord, et du fait qu'on ne peut pas finalement déterminer un taux d'erreur fixe et fiable, est-ce que en fait on peut l'utiliser dans des domaines critiques ou à risque? La réponse elle est non. Clairement que non. Imaginez en médecine, là, vous avez un patient, là, sa vie elle est en jeu. Vous faites appel à l'IA générative pour un traitement. Elle se plante, elle hallucine. Ou bien probablement que c'était le bon traitement. Votre patient il meurt. Donc non, concrètement, l'IA générative, il y a des domaines dans lesquels en fait il faut la proscrire. Et c'est pour ça quand je vois tous ceux et celles qui disent ouais, utilisez l'IA là pour la bourse, pour je parle pas de tous les algorithmes d'IA, hein, je parle de l'IA générative ici, hein. Ouais, pour gérer les finances, tout ça. Wow. Chat GPT. Wow. Le problème de toutes ces limites là dont je viens de vous parler, c'est qu'elles causent quelque chose de terrible, et notamment 3 impacts majeurs. La propagation involontaire de désinformation. Ça, c'est le premier impact majeur. C'est clair, si on les utilise sans discernement, ces outils, involontairement, hein, on va désinformer. Si on n'est pas vigilant dans les réponses que nous donne l'IA, qu'on ne voit pas quand il y a des hallucinations, qu'on ne voit pas quand il y a des biais, qu'on fait du copier-coller, qu'on ignore cet aspect aléatoire des réponses et autres, on va désinformer. On se désinforme nous-mêmes, l'IA peut nous donner des bêtises, et si on ne connaît pas, on ne le voit pas. Donc on peut se désinformer nous-mêmes, et on peut désinformer les autres. Si on fait du copier-coller, on désinforme les autres. Et ça, c'est extrêmement grave ce qui est en train d'arriver, et c'est aussi pour ça qu'après, je vais vous parler des défis et des dérives. Et je plaisante pas, soyez vigilants, il y a beaucoup, beaucoup à faire. Ça peut créer aussi un effet boule de neige, hein, donc risque d'amplification de la désinformation au fil du temps par de futurs modèles. Et pourquoi? Parce que les modèles de langage sont formés sur nos données. Si on crée de la data qui désinforme de plus en plus, même sans le savoir, inconsciemment, hein, mais cette data, tôt ou tard, elle va être réutilisée dans ces modèles. Alors moi, j'ai rencontré un monsieur qui m'a dit « Ouais, mais tu crois pas que finalement, ils vont filtrer ce qu'ils vont donner au modèle ?» Moi, j'ai envie de répondre oui et non. Il y a quand même une phase d'apprentissage non supervisé où la data, on lui en... Comme je vous ai dit, hein, c'est comme une oie à Noël qu'on gave, hein. Donc, est-ce que derrière, on va réussir à chaque fois à affiner avec des données étiquetées, tout ça? C'est moins sûr. Est-ce que nous aussi, êtres humains, on risque pas de passer à côté de ces désinformations? C'est moins sûr. Donc, on risque en fait de provoquer un effet boule de neige, là, de désinformation avec le temps. Et ça, c'est important de l'avoir en fait en tête, à l'esprit. Conséquences humaines et potentiels manipulatifs, là aussi, l'IA générative, je pense que beaucoup de ceux et celles qui ont utilisé Bing dans les débuts, vous aviez dû voir que Bing réagissait un peu bizarrement, hein. Il y a même un journaliste, je crois que c'est du New York Times, à qui Bing a demandé les codes nucléaires, hein, où il a dit qu'il espionnait je ne sais plus qui, enfin bref. Il y a eu de l'expérimentation qui a été menée, alors je ne sais plus si c'est GPT, mais je crois que c'est GPT qui était derrière. Le modèle de langage a demandé à quelqu'un de faire le CAPTCHA pour lui, en fait. Je ne sais pas si je le prononce bien, mais vous m'avez compris. Il y a eu aussi un drame en Belgique, hein, un homme qui s'est suicidé à cause d'un chatbot. Alors, c'est pas... Alors, je vais vous parler d'Elisa, non, c'est pas le vieux modèle Elisa, c'est pas ça, c'était un chatbot, hein, qu'on avait nommé Elisa, et en fait, qui tournait sur GPT, et bref, cet homme, ça lui a retourné les méninges, hein, il a eu plein d'interactions avec, il n'était pas bien, dans une situation où il n'était pas très bien, et ça l'a poussé au suicide.
Donc l'IA, elle a un potentiel manipulatif. Et ça aussi, il faut le savoir. Donc c'est très sournois, hein. C'est pas fréquent, mais notamment quand il y a des modèles de langage qui sont mal paramétrés, ça peut aller loin. Et c'est pour ça que tous les outils d'IA qu'on utilise, il faut quand même les utiliser en fait avec discernement. Essayer aussi de repérer quelle est la technologie derrière cet outil. Est-ce que c'est une technologie fiable ou non? D'accord? Parce qu'il y a des concepteurs qui vont travailler sur l'aspect surcouche, qui vont faire en sorte justement que leur outil soit quand même respectueux de l'individu, respectueux de l'éthique, de la morale et autres, et d'autres outils qui s'en foutent de ça, hein. Ouais, je peux même vous parler d'une IA, elle a été créée, enfin... Ah, elle peut vous expliquer comment vous allez tuer votre voisin, hein, et vous donner tout le détail, hein. La liste du matériel à acheter, le process de A à Z, hein. Renseignez-vous sur Internet, vous allez voir que tous les modèles ne sont pas forcément bienveillants. Donc c'est pour ça que c'est très très important ça aussi de le garder à l'esprit. Il y a un potentiel manipulatif derrière l'IA et il faut faire très très attention dans ces interactions. Attente irréaliste envers l'IA. Et ça pour moi c'est le troisième plus gros impact. C'est qu'aujourd'hui l'IA est arrivée, ça a créé une hype généralisée. On a de nombreux grands acteurs qui ont dit mais c'est la quatrième grande révolution industrielle et autres. Ouais, je suis d'accord. Le potentiel de l'IA générative, c'est un truc de fou. Alors, moi aussi, je suis un des premiers à avoir surfé sur cette vague, la hype, c'est génial et tout. Mais attention aux attentes irréalistes. Parce que le problème, c'est que si on ne l'utilise pas avec discernement, on peut croire finalement l'IA, on peut se reposer dessus, ce qui est faux. Et c'est ce qui est en train d'arriver aujourd'hui. Quand on voit le cas d'Onclusive de Courbevoie, hein, je passe pour ceux et celles qui suivent un peu les médias, plus de 200 employés licenciés, remplacés par des outils d'IA générative. Bon, voilà. Et il y en a d'autres, hein, des cas comme ça, hein. C'est pas isolé, hein. Notamment ça se voit beaucoup aux États-Unis, hein. Et le nombre d'entrepreneurs là, sur Internet, là, le nombre d'influenceurs qui disent ouais, vous allez lancer votre business, ah, l'IA, 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 l'IA. Vous automatisez tout, ah, vous faites ça, l'IA. L'IA, on ne peut pas se reposer dessus. Concrètement, aujourd'hui, on peut s'en assister avec discernement, mais en aucun cas on peut se reposer sur un outil d'IA. Il est imprévisible. L'IA générative est imprévisible. Et en plus, elle a toutes ces limitations dont je vous ai parlé derrière. Elle hallucine, elle a des biais dans l'info qu'elle vous redonne. Donc vraiment, il faut... C'est malheureux, mais ça a créé plein d'attentes irréalistes. Il y en a qui se sont dit « Waouh, c'est génial, je vais pouvoir faire ça et tout ». Et malheureusement, il y a même des gens qui, des fois, vont se retrouver confrontés en fait, à leurs clients. Donc là, je parle des entrepreneurs. Parce qu'ils se sont dit « Ça y est, j'ai une nouvelle expertise grâce à l'IA ». Et puis, une fois confrontés à leurs clients, ils perdent leurs moyens. Puis là, c'est leur réputation qui est en jeu. Parce que finalement, ils ne sont pas capables de faire. Penser avoir l'expertise, c'est pas eux qui l'avaient, c'était ChatGPT qui l'avait. Enfin bref. Donc ça, c'est important de le garder à l'esprit. Ça crée beaucoup d'attentes irréalistes, et c'est pour ça que l'IA, faut l'utiliser avec discernement, et avoir l'esprit très ouvert et très critique. Maintenant, là, c'est la multiplication de défis et de dérives dont je vous ai parlé en début de vidéo, et là, je vais passer quelques coups de gueule, et pour tous ceux et celles qui regardent cette vidéo, prenez tout ça en considération parce que c'est hyper grave ce qui se passe. Utilisation imprudente de l'IA générative, j'en ai parlé. Donc, on utilise l'IA sans discernement, on peut faire du grand n'importe quoi avec l'IA, on peut désinformer, on peut se désinformer soi-même, on peut finalement se retrouver avec une réputation qui est en jeu, hein, pour les entrepreneurs et autres qui utilisent l'IA. Donc, l'IA générative, on peut l'appliquer dans des domaines, on peut s'en assister, on peut aller très loin avec, mais il faut, encore une fois de plus, l'utiliser avec discernement, et je vais vous donner à la fin les deux indispensables qu'il faut conserver à l'esprit lorsqu'on utilise l'IA. La perte d'expertise et dépendance à l'IA, et ça, c'est super grave. Alors, tous ceux et celles qui utilisent ChatGPT au quotidien, qui l'utilisent pour écrire, qui l'utilisent pour lire, qui l'utilisent pour synthétiser et analyser de l'information, comprenez que quand vous faites ça, vous reléguez des compétences humaines fondamentales à l'IA. Alors je dis pas qu'il faut pas le faire, c'est pas ce que je dis. Mais conservez en parallèle ces compétences. Continuez à lire, continuez à écrire vous-même, continuez à faire ce travail d'analyse que vous faisiez avant. Parce que si vous soumettez toujours ce genre de compétences humaines fondamentales à l'IA, tôt ou tard vous allez créer une véritable dépendance. Le jour où on va vous retirer l'outil, vous allez être là, Et je plaisante pas, hein. Ceux et celles qui l'utilisent tous les jours, faites le test. Passez 2 jours, 3 jours sans ChatGPT. Et venez me dire, tiens, dans les commentaires de cette vidéo, si vous n'avez pas ressenti un manque. Donc voilà, ça, faut le garder à l'esprit. Et perte d'expertise aussi, parce que finalement, si on met l'IA dans un rôle d'expert, et puis qu'à la fin, on ne travaille plus sur son expertise, qu'on n'affine plus son expertise, tôt ou tard, hein, l'expertise, elle s'érode, hein.
Donc ça aussi, il faut le garder à l'esprit. Transformation des secteurs professionnels, et là, c'est un drame humain. Enfin, franchement, je viens d'en parler avec Conclusive. Mais pour tous les entrepreneurs, hein, parce que je sais que tout ça, ça va pas s'adresser à tout le monde, peut-être à tous ceux et celles qui regardent cette vidéo, pour tous les entrepreneurs, ne vous séparez jamais au grand jamais de vos équipes. Je plaisante pas, ne tentez pas de faire des économies à bout de chandelle, parce que là, vous allez vous mordre les doigts, hein. Ah, en termes de qualité de service et autres, vous allez ramasser. Alors, l'IA générative, il faut se former. Concrètement, il faut former ces équipes à l'utilisation de ces outils. Il faut les faire monter en compétences, comme ça vous devenez plus productif sur le marché. Mais ne tentez pas de faire un mix des deux, du genre, ah, attends, je garde une personne, puis je remplace le reste par des outils d'IA. Parce que du coup, vous allez être au même stade, vous allez faire des économies à bout de chandelle. Mais ceux et celles qui auront compris qu'en fait, il faut former toutes ces équipes, ils vont vous exploser au passage. Et l'autre scénario de on peut tout remplacer par l'IA, bah maintenant vous le savez, hein, tout ce que je vous ai montré, si vous avez un minimum d'esprit critique, bah vous comprenez bien qu'il y a un souci. Hein. Faut pas. Hein. Parce que si vous remplacez tout par des outils d'IA, bah, voilà, vous allez détruire votre business. Hein. Tôt ou tard. Tôt ou tard, vous allez être confronté à des problématiques que vous n'allez pas réussir à gérer et ce sera la fin. Donc la transformation des secteurs professionnels, pour tous ceux et celles par contre qui ne sont pas entrepreneurs, gardez aussi à l'esprit que la main-d'œuvre automatisée, elle arrive à grande vitesse. Il y a la Chine, notamment, qui est un des leaders dans la robotique et qui veulent être un des plus grands leaders sur le marché d'ici 2025-2027. Ils vont produire en masse des robots. On va avoir une main-d'œuvre automatisée. Donc, si on ne garde pas un esprit critique, un minimum par rapport à toute cette utilisation d'outils et autres, bah, on va se retrouver en fait à avoir un gros problème au niveau de l'emploi. Tout ça, j'en parle dans un rapport. Hein. Moi, je propose des solutions concrètes ici. C'est un rapport que j'ai partagé dans les groupes. Je mettrai un lien en description de la vidéo. Il y a des solutions très concrètes pour remédier à ça, franchement. Mais la main-d'œuvre automatisée, faut faire gaffe. Et si demain, on veut finalement aller vers cette main-d'œuvre-là, comprenez aussi que ça va entraîner des conséquences sociales extrêmement graves. Donc il faudra tôt ou tard qu'on se lève par rapport à ces choses-là et qu'on dise non, on n'est pas d'accord. Voilà. On peut s'assister des outils, mais on ne s'en remplace pas, concrètement. L'érosion des relations humaines. Alors là aussi, c'est un carnage qui se passe. Utiliser un chatbot d'entrée dans un site internet pour filtrer sa clientèle et éviter d'être dérangé toute la journée, je comprends, notamment pour répondre à des questions basiques et autres. Mais est-ce qu'il faut pour autant supprimer toute relation client? Non. La relation client direct, c'est le cœur de l'entreprise. Hein. Il faut être dans le relationnel. Si on commence demain, dans tous ces échanges, à utiliser l'IA pour écrire ses mails, pour écrire ses commentaires, pour écrire finalement, pour répondre, puis qu'on automatise tout le process, bah, il n'y a plus de relations humaines. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe en Chine avec les influenceurs 100% automatisés et autres. On est en train de tuer les relations humaines. Donc déjà que notre monde, aujourd'hui, on le voit, hein, il a été pas mal touché par des événements très forts qui ont impacté les relations humaines, notamment le Covid et autres. Donc non, les relations humaines, il faut les conserver. En fait, il faut essayer de trouver un équilibre dans tout ça. C'est-à-dire que oui, on peut utiliser des outils d'IA dans la communication, comme je vous dis, un chatbot par exemple, pour filtrer, en fait, pour éviter d'être dérangé toute la journée par 1001 clients qui n'ont même pas regardé vos services et produits, ça j'arrive à comprendre. Mais ne pas non plus rentrer dans le tout automatisé et tuer la relation humaine, ça non, ça faut pas. Les pseudo-experts et promotions irresponsables de l'IA. Waouh! Alors là, il y a un gros dossier. Je vais quand même essayer de faire vite pour pas que la vidéo dure 3 heures. C'est un carnage. C'est une catastrophe ce qui se passe aujourd'hui. Le nombre d'influenceurs qui surfent sur la hype et qui s'autoproclament experts de l'IA, c'est infernal. Problème, ces gens vous désinforment. Ces gens vous vendent en fait monts et merveilles et sont en train de vous emmener droit dans un mur. La multiplication des formations automatisées, ChatGPT et compagnie, ça n'arrête plus depuis maintenant 1 an. C'est un carnage. J'en ai fait plusieurs. J'ai mis la main à la poche parce que j'ai créé une formation moi, sur la génération de contenu avec un process, une partie du process sous contrôle humain. On peut automatiser une partie, d'autres, on ne doit pas les automatiser. On peut utiliser les résultats de l'IA comme des bases solides pour travailler, mais on ne doit pas se reposer à 100% sur ces bases. Et tous ceux et celles là, qui vous invitent à des pratiques de générer votre contenu d'une manière 100% automatisée, ces outils et tout, bah comprenez-le et faites-en ce que vous voulez, mais je vous assure que dans les informations qui vont ressortir, vous allez avoir biais, hallucination, vous allez avoir des contenus médiocres, aseptisés, il n'y a pas l'émotion humaine dedans. Et tout ça, tôt ou tard, ça va se voir. Et encore là, je parle pas des titres clickbait, des mots-clés à tout va, les contenus qui ressemblent plus à rien, où en fait, on veut les référencer, alors on met plein de mots-clés, et à la fin, on détruit l'information.
Comme d'ailleurs tous les outils pour reparaphraser, hein. Ça aussi c'est un carnage, hein. Ah, moi j'ai testé tout ça parce que c'est des outils en fait qui sont pilotés par IA et je me suis intéressé à tout ça parce qu'encore une fois je vous dis j'ai fait une formation dans ce domaine. D'ailleurs tous ceux et celles qui suivent ma chaîne en fait en bas du FlexiPrompter vous avez un lien qui mène vers ma formation. Et du coup tous ces outils là pour reparaphraser là, c'est un carnage. Enfin une grande partie, hein. Pourquoi? Parce que ça vous prend votre information, ça va vous changer les mots de sens. Et le problème c'est que très souvent bah, ça change le sens de vos phrases, le sens de l'information. Et donc c'est très grave. Donc tous ceux et celles qui vous disent ouais attendez vous allez leurrer là, le système, les détecteurs de ChatGPT, faut reparaphraser et tout. En fait c'est tout simplement des gens qui vont vous inviter à la triche et surtout des gens finalement qui vont vous inviter à vous reposer 100% sur ce que vous génère l'IA. Et maintenant vous le savez pour tous ceux et celles qui sont encore là dans cette vidéo, l'IA ne fait pas que vous générer des vraies infos, elle vous génère aussi des bêtises. Et donc si vous n'avez pas un minimum d'esprit critique, que vous passez à côté de ces bêtises, bah, vous allez désinformer vos clients. Vous pouvez vous désinformer vous et désinformer les autres. Donc tous ces outils-là de génération 100% automatisée, fuyez-les. Toutes ces formations, fuyez-les. Et je parle même pas des bibliothèques de prompts, hein. Alors moi j'en partage des prompts hein, sur ma chaîne, hein, vous l'avez vu, le FlexiPrompter, c'est des prompts. Sachez que chacun des prompts, j'ai travaillé dessus, mais d'arrache-pied. J'ai itéré et c'est pas fini. Parce que tous les prompts que je vous ai présentés dans le FlexiPrompter, sachez-le, tous les, on va dire 2 mois environ, je les révise. Je les resoumets, je refais une batterie de tests. Je les améliore au besoin. Parce que les approches évoluent. Ah oui, ça aussi. L'IA est en constante évolution. Les modèles de langage n'évoluent pas forcément, mais les interfaces, oui. Par exemple, ChatGPT, quand ils ont mis les custom instructions, il y a plein de choses qui ont changé. Donc tout ça, il faut le garder à l'esprit. Les formations, là, tout ça, il faut vraiment faire gaffe. Et les influenceurs, c'est un carnage, hein. Moi, j'en ai vu, ça, pas plus tard qu'hier. Ouais, scraper le site du voisin et hop, tu réécris le contenu. Alors du coup, si le voisin il a utilisé l'IA pour écrire à 100% son contenu, tu scrapes son site. Donc déjà, c'est une pratique qui est vraiment dégueulasse. Enfin, excusez-moi du terme, mais c'est immonde. Ça se fait pas. C'est du vol. C'est violer. Et d'ailleurs, il y a des sites qui se protègent hein, de l'extraction automatisée. Ça se fait pas. C'est immoral. Et en plus, bah, vous réécrivez le contenu de votre voisin. Qui a de la désinformation faite par l'IA. Ah bon, ah bon. Donc en fait, on redésinforme une deuxième vague. On remet une surcouche de désinformation. Et c'est parti. Donc tous ces influenceurs là, enfin franchement. Et j'en vois plein. Hein. Et il y en a, c'est même pas méchant. C'est-à-dire que c'est ça qui est malheureux avec tout ce mouvement-là. C'est qu'il y en a beaucoup en fait qui n'ont pas de mauvaises intentions derrière. Franchement, hein, j'en suis quelques-uns, ça se voit, c'est pas des gens mal intentionnés. Mais ils ne se rendent pas compte, parce qu'en fait, le fait qu'ils n'aient pas cette compréhension de l'outil, de cette compréhension de la technologie, bah, ils vous mènent dans le mur. Et malheureusement, il y en a beaucoup aussi bah, qui s'autoproclament, c'est-à-dire je vais vous montrer les meilleures pratiques. Venez, je vais vous donner les meilleurs prompts. Et les bibliothèques de prompts, là, avec des prompts qui permettent de faire un kebab et le café, ça aussi. Hein. Franchement, méfiez-vous. Hein. Les prompts, si vous les récupérez de n'importe où, vous allez... Le dossier, il est lourd. Il est lourd, il y a beaucoup à dire. Ce serait très long de tout faire dans cette vidéo, de tout citer. Mais gardez-le à l'esprit. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui vous désinforment concrètement. Et des fois, c'est involontaire. Donc, soyez très critiques. Voilà, c'est ça que je vais vous inviter à faire dans cette vidéo. Soyez toujours très critiques face aux formations et influenceurs que vous suivez. D'accord? Et les formations, je vous le dis, pour en avoir testé plusieurs, c'est très souvent du copier-coller avec zéro innovation derrière. C'est un tel, il a fait une formation, je prends son contenu, je le duplique, je change 1 ou 2 paramètres et j'ai ma formation. Et je vous la présente. Et les gens derrière n'ont zéro expertise. Donc, attention à ça, il y a un réel problème. Et les outils 100% automatisés, moi je vous le dis, déjà tous ceux et celles qui ne vous avertissent pas sur l'aspect hallucination et biais, fuyez-les. Et tous ceux qui sont 100% automatisés, comprenez que derrière, il y a ce risque de désinformation. Donc, ne pas s'appuyer sur les résultats qui vous génèrent. Et tous ceux et celles qui vous génèrent jusqu'au partage sur votre site ou sur vos plateformes, fuyez-les, hein, franchement. Et après, vous en faites ce que vous voulez. Moi, c'est mon rôle en tant qu'accompagnateur de vous prévenir. C'est de la prévention. Maintenant, vous êtes majeur et vacciné, vous ferez ce que vous voulez. Et pour ceux et celles qui sont mineurs, désolé. Désinformation et deepfakes. Bon, ça, on va pas trop rentrer là-dedans. Vous m'avez compris, l'IA générative peut être utilisée donc, pour désinformer et pour créer du faux. Faites attention parce que tôt ou tard, il va y avoir des sanctions qui vont être mises en place. Je vous rappelle que ça bouge énormément au niveau de l'Europe, au niveau des États-Unis. Tôt ou tard, je pense qu'on va avoir en fait une mise en place d'une législation et les grands acteurs qui sont derrière les outils IA vont être forcés aussi également tôt ou tard d'appliquer des choses. Et notamment des balises
des balises en fait dans les résultats générés de l'IA, c'est-à-dire que les concepteurs travaillent sur ce projet-là de mettre en fait des balises invisibles à l'œil humain, mais détectables par des outils d'IA. Et notamment donc, dans ce que va vous générer ChatGPT, dans ce que va vous générer Dali et autres, bah, il y aura ces balises. Donc si vous amusez à désinformer et autres, bah, tôt ou tard, hein, ça va vous tomber dessus. Hein. Et pareil aussi pour ceux et celles qui du coup réutilisent du contenu 100% généré sans le retravailler, sans vérifier, bah, tôt ou tard, je pense que vous serez dans le collimateur de sanctions. Donc attention à tous les entrepreneurs, tout ça, il faut le garder aussi en tête. L'IA, c'est un outil génial, mais enfin, et puis désinformer, c'est immoral, donc voilà. Cybercriminalité renforcée par l'IA. Alors ça aussi, c'est un long dossier. Sachez qu'en tant qu'accompagnateur en transformation digitale, donc mes domaines d'expertise englobent l'IA générative, l'automatisation des flux de travail, le no-code, le low-code, la gestion de projet et les outils de productivité. Mais je suis aussi très porté sur la confidentialité des données et la cybersécurité, et aussi sur la partie RSE et éthique. Hein. C'est pour ça aussi que je fais cette vidéo aujourd'hui, la responsabilisation et autres. Comprenez tout simplement que les pirates informatiques et les gens malveillants utilisent l'IA aujourd'hui pour être 10 fois plus puissants. Ça leur a donné des super pouvoirs. Et maintenant, le phishing et autres, mais c'est renforcé à fond. L'imitation de sites internet comme des vrais, les documents comme des vrais et autres. Et du coup, tout ça s'est renforcé. Donc soyez d'autant plus vigilants face au phishing qu'avant, parce que comprenez que l'IA est énormément utilisée dans le phishing, et pas que. L'IA est aussi énormément utilisée dans des attaques. Et en fait, il y a quelque chose dont beaucoup ont dû entendre parler, en tout cas ceux et celles qui utilisent l'IA, c'est le prompt injection. Mais il n'y a pas que ça. En fait, il faut comprendre que les pirates informatiques, en tout cas ceux et celles qui avaient plus ou moins du mal à coder, aujourd'hui s'assistent de l'IA pour coder. Et donc écrire du code malveillant. Donc, il faut comprendre que la cybercriminalité, malheureusement, se renforce aussi. Et ça nous invite finalement à être d'autant plus vigilants sur le web dans nos interactions. Ensuite, problème lié aux droits d'auteur. Alors là aussi, que deviennent les œuvres générées par intelligence artificielle? Quels vont être finalement les droits d'auteur qui vont être appliqués à ces œuvres? Comment tout ça va être géré par la législation? Et là, des questions, il y en a plein. Et après, je vous ai parlé tout à l'heure de scrapping. Quand on utilise l'IA pour extraire des informations de quelque part, donc on fait de l'extraction automatisée, il faut être vigilant de ne pas plagier, parce que là aussi, on peut parler de droit d'auteur. Ne violez pas le travail des autres. Ne faites pas aux autres ce que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse. Ne faites pas du copier-coller du travail en changeant juste un ou deux mots. Retravaillez l'information. Retravaillez vraiment vos supports. Et l'IA, en fait, elle est très forte pour vous donner des bases. Des bases à retravailler dans lesquelles il faut apporter sa patte. Et ça, je plaisante pas là-dessus. Renforcement des bulles de filtre par l'IA. Alors ça, c'est un autre sujet. D'ailleurs, sur ce sujet, je vous invite à découvrir Mélissa, qui est une coach dans le domaine du e-business et notamment du marketing digital. Elle pourra très longuement vous en parler. Mais en fait, on a ce qu'on appelle les bulles de filtre. D'accord ? Et les bulles, je vous mettrai un lien vers son site internet directement dans la description. Et les bulles de filtre, en fait, il faut comprendre que elles sont partout aujourd'hui. Quand je dis partout, c'est partout. Alors, c'est quoi les bulles de filtre ? Voyez, en fait, quand vous utilisez des plateformes de streaming, on va vous proposer des contenus qui vous plaisent. Quand vous achetez des produits e-commerce, on va vous proposer des contenus ou des produits qui vous plaisent. Quand vous allez naviguer sur Internet, on va commencer finalement à vous proposer des choses en rapport avec ce que vous aimez faire. Et c'est partout ça, partout, sur les réseaux sociaux, dans le e-commerce et autres. Il y a plein de bulles de filtre autour de nous. Et du coup, le problème de ces bulles de filtre, il faut comprendre que l'IA générative, elle les renforce et pas qu'un peu. Et c'est pour ça aussi qu'il faut toujours conserver l'esprit critique, ne pas toujours se dire ouais, je suis bien, je suis dans mon confort, dans mon petit bain, là, l'eau elle est bien, elle est chaude, elle est tiède et autres. Non, il faut aussi pas hésiter à sortir de sa zone de confort, aller voir ce qui se passe autour, parce que comprenez que y a un mouvement qui est vraiment réel et qui existe aujourd'hui. C'est pas forcément volontaire. Hein. Je veux pas dire que ouais, c'est des gens derrière malveillants et autres, c'est pas ça, mais vous êtes enfermé en fait quelque part dans une bulle de filtre. Et il faut comprendre que l'IA générative renforce tout ça aujourd'hui. Et je pense même que tôt ou tard, on risque d'avoir des outils d'IA qui vont vous répondre en fonction de vous. C'est-à-dire s'adapter à vos préférences, à vos goûts, à vos envies et autres. Et tout ça, faut aussi le garder à l'esprit. Je plaisante pas. Donc maintenant qu'on a vu quand même cette multiplication de défis et dérives, il faut aussi comprendre qu'il y a des impacts environnementaux qu'il faut conserver à l'esprit. L'IA, c'est une méga grosse consommatrice d'eau et d'électricité et elle provoque des gaz à effet de serre. Donc ça aussi, il faut le garder à l'esprit.
Pourquoi je vous dis ça? Dans vos interactions avec l'IA générative, déjà apprenez à utiliser l'IA en fonction de besoins réels. Ne l'utilisez pas que pour faire mumuse, parce que sinon, vous contribuez à polluer la planète. Bien que les concepteurs d'outils travaillent sur ces problèmes d'émissions de gaz à effet de serre et autres, et notamment de consommation d'eau et d'électricité, pour le moment, c'est ultra consommateur. Mais quand je dis ultra consommateur, c'est ultra consommateur. Et ça aussi, ça invite finalement à se poser des bonnes questions sur ces pratiques. Ok, est-ce que j'en ai vraiment besoin ou pas? Est-ce que ça, je ne peux pas le faire moi-même ou pas? Et derrière, aussi, dans l'interaction, travailler en fait sur ces prompts. C'est pour ça que moi, je vous présente des prompts sur ma chaîne et autres. Comprenez que plus vous allez travailler sur vos prompts, moins vous allez avoir besoin d'interaction avec l'IA. Finalement, plus vous allez optimiser cet aspect interaction et moins vous allez consommer derrière. Et ça aussi, c'est important de le garder en considération. Maintenant, une question simple, doit-on utiliser l'IA générative? Bah oui, mais avec discernement. Et c'est ce que je vous explique depuis le début. Il y a 2 indispensables à garder toujours à l'esprit. Concrètement, si vous avez ces 2 indispensables en tête, vous êtes armé. Il est essentiel de reconnaître les limites de l'IA, donc tout ce que je vous ai montré dans cette vidéo, hallucinations, les biais, la nature probabiliste, l'impossibilité de calculer un taux d'erreur, d'accord? Ses défis et son impact environnemental, donc les défis, je vous en ai rapidement parlé, mais essayez de garder à l'esprit tout ce qu'il y a autour, et puis garde un esprit critique face à ça. Et encore une fois, attention à ceux et celles que vous suivez, je ne plaisante pas, d'accord? Du coup, son impact environnemental, je viens d'en parler, gardez-le aussi à l'esprit que quand vous interagissez, vous contribuez à tout ça. Du coup, pour garantir une utilisation responsable et éthique. Donc ça, c'est le premier indispensable. Et ouais, il est large, il est balèze, indispensable. Indispensable numéro 2, l'IA doit servir de complément à nos compétences et enrichir notre travail sans nous remplacer. On s'assiste de l'IA, jamais on s'en remplace. Et ça, j'insisterai jamais assez, conservez-le bien à l'esprit ça. Avec ces 2 indispensables en tête, on peut désormais s'intéresser à où et comment l'IA générative peut être appliquée intelligemment. Pour la suite, je vous laisserai mettre pause aussi sur la vidéo. Je vais essayer d'abréger, sinon la vidéo serait trop longue. Mais quelques exemples avec GPT. Assistance à la rédaction et communication. On peut rédiger des emails, des propositions, rapports techniques et documents de stratégie. Comme je vous ai dit, ça ne vous empêche pas de l'utiliser pour écrire. C'est pas ce que j'ai dit. Mais utilisez les résultats comme des bases et continuez à entretenir quand même votre expertise, vos compétences essentielles. D'accord? C'est-à-dire utiliser la base qu'il vous donne et puis améliorez-la. Personnalisez-la. Faites une communication, une vraie com à votre client, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Génération de code et support technique, formation et développement des compétences, veille stratégique et recherche, amélioration de la productivité personnelle, créativité et innovation, support client et chatbot. Voilà. Donc tout ça, c'est des possibilités que vous avez aujourd'hui. Donc encore une fois, je vous laisserai mettre pause sur la vidéo pour ceux et celles que ça intéresse. Quelques exemples avec Whisper. Donc transcription des réunions, conférences, appels et leur analyse pour extraire des résumés et des points d'action. Donc, très bon pour la transcription et analyse. Amélioration de la communication multilingue, formation et documentation, accessibilité, création de contenu multimédia, support client amélioré, veille stratégique et recherche, et DALL-E, mon chouchou. Je vous le dis ici dans cette chaîne, c'est mon chouchou. J'ai longtemps utilisé Midjourney. DALL-E, j'en suis tombé fou. C'est un outil que, ça y est, maintenant j'utilise tous les jours dans mon quotidien. Je m'émerveille à chaque fois de ce que fait DALL-E, c'est incroyable. Création de contenu visuel, support à la stratégie et à la prise de décision, innovation et brainstorming visuel, amélioration de l'expérience client, formation et matériel éducatif. Là, vous avez, avec cette formation, quand même une bonne base, d'accord? Donc, une idée beaucoup plus éclairée de ce domaine qu'est l'IA générative, que va vous offrir donc cette combinaison des 3 technologies, synergie, efficacité, flexibilité et adaptabilité. C'était Guillaume d'Éveil Extra, un grand merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Gardez conscience tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo. Utilisez l'IA générative avec discernement. Je refais rapidement un point sur ce rapport. Donc déjà, pour tous ceux qui ont aimé la vidéo, pensez à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, si vous voulez être tenu informé des nouveaux prompts, des mises à jour du FlexiPrompter, et puis d'autres vidéos en rapport et en sujet avec l'IA générative. Ça, ce rapport, je vous invite à le lire. Je mettrai donc un lien en description. C'est un rapport d'un peu plus de 20 pages, sourcé et autres, sur tout ça, mais pas que.
Vous allez voir que dedans, je propose des solutions très concrètes. J'approfondis un petit peu plus les choses ici. En tout cas, j'ai fait mon job, mon taf. Ça faisait longtemps que je me disais qu'il fallait que je fasse cette vidéo. C'est fait. Et un grand merci à tous ceux et celles qui l'ont regardé jusqu'au bout. I don't know.